Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans l'entretien du jour. Vous le savez, cette semaine, le gouvernement a annoncé sa volonté de mettre à disposition de l'opposition, à l'occurrence du comité de pilotage, de l'audit de la liste électorale, le budget nécessaire à la mission d'audit, près de 160 millions de francs CFA représentant, il faut le préciser, l'intégralité des fonds demandés par le dit comité. Une manière pour Patrice Talon de tenir sa promesse. Quand dit alors sa mouvance qui a clairement affiché et exprimé sa volonté de ne pas s'associer à cette entreprise, ce faisant, est-ce que le chef de l'État forcerait la main aux partis qui soutiennent les actions du gouvernement pour accompagner cette frange de l'opposition dans la démarche? Sinon, que comptent faire les partis comme l'Union progressiste, le Renouveau, après cette démarche du gouvernement? Pour répondre à nos questions dans le fauteuil de l'entretien ce dimanche, nous avons Maître Rafiou Paraïso, avocat au barreau du Bénin, et également membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. Bonjour à vous, Maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame la journaliste. Un plaisir de vous retrouver ce dimanche. C'est un plaisir partagé. Voilà, pour les échanges. Vous savez aussi, dans l'actualité, Maître Paraïso, il y a cette célébration de l'anniversaire de la conférence nationale, 35 ans déjà, que les assises ont eu lieu. Au sortir de cette conférence, le rapporteur général déclarait, je le cite, « Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité ». Fin de citation. À l'analyse, 35 ans après ces assises, avons-nous réellement vaincu cette fatalité? Nous ferons tout à l'heure la discussion, mais avant d'en arriver à ce sujet, intéressons-nous, si vous le voulez bien, aux élections générales. L'ANIP a annoncé que la liste provisoire sera disponible en septembre prochain, conformément aux exigences légales. Dans le même temps, Maître Paraïso, le gouvernement va débloquer le budget demandé par le comité de pilotage de l'audit de la liste électorale. Il s'agit de l'intégralité des fonds. Quand on sait que cette frange de l'opposition a exprimé sa volonté de faire l'audit et de vous associer, votre parti politique a complètement exprimé sa position en ne voulant pas et a dit ne pas vouloir s'associer à cette entreprise. Voilà que Patrice Talon a débloqué les fonds. Qu'en dit votre parti politique, Maître Rafiou Paraïso? Je vous remercie une fois encore, madame la journaliste. C'est le lieu de saluer la démarche du chef de l'État, qui a prouvé une fois de plus qu'il reste le président de la République, le président de tous les Béninois, le chef de la famille. Je le dis d'autant que, malgré la position de la mouvance et de l'Union progressive du Renouveau, dont je suis membre, et la position qui est connue d'ailleurs, celle de ne pas se pencher sur cette question, d'autant qu'elle se trouve déjà réglée à travers les organes qui sont mis en place. Le chef de l'État a été très soucieux et a eu l'écoute de tous ses fils, parce que tous autant que nous sommes membres, nous sommes fils du Bénin, et donc, que ce soit opposition ou mouvance, nous avons tous droit, n'est-ce pas, à l'écoute du chef de l'État. Et ce dernier a pris à cœur la préoccupation de l'opposition ou de certains partis politiques qui ont jugé utile d'aller à l'audit de la liste électorale. Donc, c'est le lieu pour moi, comme je vous le dis, de saluer le chef de l'État, sa démarche, qui est restée quand même constante. Sa démarche constante depuis novembre 2023, au moment où cette question avait été évoquée, et qui a promis d'accompagner le mouvement, l'accompagnement qui est sanctionné aujourd'hui par cette décision qu'il a prise de mettre à disposition des fonds pour pouvoir réaliser l'audit tel que le cadre de considération des partis politiques le demande. Alors, lorsque vous avez un chef qui écoute tous ses enfants, vous ne pouvez que l'applaudir. Vous ne pouvez que saluer sa démarche, même si, de notre côté, nous restons dans notre démarche, à savoir que cette demande du cadre de considération reste superfétatoire. Superfétatoire parce que il existe un cadre légal, un organe technique qui est habilité à réaliser ces opérations
quitte à ce que les acteurs politiques se greffent au moment de l'extraction de la liste électorale informatisée provisoire, que ces partis aillent à la recherche de ce qu'ils estiment être nécessaire pour garantir une certaine fiabilité, aillent vers cet organe-là pour apporter le contrôle qui sied afin de pouvoir garantir la sincérité de cette liste-là. Donc, je crois savoir que le chef de l'État a joué sa partition. En tant que père de la nation, il a fait ce qu'il doit faire et cette démarche-là ne vient à aucun moment contrevenir la démarche de l'Union progressiste le Haut-Nouveau. Une démarche superfétatoire, avez-vous dit, Patrice Talon savait bien qu'il y a l'ANIP qui a à charge ce rôle-là dont vous parlez. Pourtant, il dit, allez-y, vous restez sur votre position, dites-vous à l'Union progressiste le renouveau. Est-ce que c'est pas quelque peu aller contre ce que votre leader désire? Le président de la République, c'est le président du Bénin. Oui. C'est le président de tous les Béninois. C'est le président de tous les partis politiques. Quand je dis de tous les partis politiques, ce n'est pas en tant que chef de parti politique, mais c'est le président de la République qui incarne l'autorité de l'État et qui est garant du respect de la Constitution et qui doit pouvoir assurer la création d'un cadre dans lequel tous les acteurs politiques évoluent afin qu'il ne soit observé un déséquilibre dans la jouissance des droits des uns et des autres. C'est dans ce cadre qu'il a joué sa partition. C'est pas parce que l'Union progressiste, le renouveau, a marqué sa position que forcément cela doit impacter les actions que le gouvernement doit pouvoir mener. D'accord. Mais... Il y a une différence. Il y a une différence entre partis politiques soutenant la mouvance et le gouvernement qui est le gouvernement de tout le pays qui assure naturellement et qui encadre justement les actions de tous les partis politiques. Oui, mais là, Patrice Talon a plusieurs gens. Là, au moins, j'en vois deux. Chef de l'État, vous venez d'expliquer qu'il est chef de la nation, etc. Mais il est quand même chef de la majorité. Est-ce que ça fait pas, ça la question, cacophonie, que lui, il dise le vouloir et que vous vous en soustrayez? Ce n'est pas que le chef de l'État ou le gouvernement a pris l'initiative de réviser ou d'auditer la liste électorale, appelant tous les partis politiques à s'asseoir autour de la question et que l'Union progressiste ait marqué son opposition. Mais là, est-ce que vous ne forcez pas un peu la main en le faisant, en octroyant le budget à ce comité? Pas du tout. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes chef de famille, un chef de famille qui a plusieurs enfants, et un problème se pose en famille, une frange des enfants prend une position, l'autre prend la position contraire, et il appartient au chef de famille de trancher. Avant de trancher, il va écouter les uns et les autres. Et il va devoir chercher à comprendre ce qui motive tel ou tel enfant à faire telle revendication. Au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas trancher sans pouvoir chercher à savoir la fiabilité de ce que l'un et l'autre disent. À partir du moment où il laisse la main libre à chacun de faire ce qu'il a à faire, il aura le temps, après, de faire le constat, de se rendre compte de ce que X ou Y a raison de demander ceci, ou Y a raison d'opposer une résistance. La résistance, en fait, ce n'est pas d'aller contre la volonté du chef de l'État, mais c'est de tirer la sonnette d'alarme sur un cas précis, un cas de caractère superfétatoire de la question, parce que il y a déjà un organe, comme je vous l'ai dit, qui est chargé de faire le travail. Les fonds qui ont été engagés permettront certainement au chef de l'État de comprendre, à tout le peuple d'ailleurs, de comprendre la position de l'Union progressiste. Parce que vous vous rendrez compte, pas fini, que l'Union progressiste a raison de pouvoir dire que c'est une opération qui ne valait pas. Mais parfois, on a bien raison et on essaie d'accompagner justement pour prouver à l'autre qu'on a raison de dire non à un moment donné. On n'en est pas là. Laissons la marche se suivre. Laissons ceux qui ont le souci de la transparence, de la fiabilité de la liste électorale aller à terme. Ils se rendront compte que l'Union progressiste a raison de ne pas forcer cette marche-là. Ils se rendront compte que tout est si bien fait, tu auras qui in fine, ils donneront raison à l'Union progressiste dans la mesure où tout est bien fait, tout a été fait dans les règles de l'art, il n'y a aucun élément qui puisse
venir se soustraire, n'est-ce pas, de la fiabilité de ce qui a été fait jusque-là. Alors, si vous restez sur votre position à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est-à-dire ne pas vous associer à cette entreprise, comment vous entrevoyez alors la mise en œuvre ou plutôt cet audit? L'Union progressiste reste un observateur et suivra la marche qui sera imprimée. En tout cas, de notre position, on observera ce qui sera fait. Si dans cette marche, il est demandé que nous jouions partition, on appréciera. Mais il y a une chose évidente, c'est que les fonds sont mis à disposition, les experts auxquels on fera appel feront le travail, et à la fin, vous verrez bien si cet audit valait la peine ou pas. En tout état de cause, je continue de dire que le chef de l'État a bien fait de mettre les fonds à disposition pour qu'une partie de ces enfants ne se sentent pas lésés et ne pensent qu'ils sont laissés pour compte, oui, et qu'ils ne sont pas écoutés par rapport à des questions majeures de la République. Oui, vous ne doutez pas du processus, d'accord, mais vous savez qu'en matière de liste électorale, ça a toujours eu à parler là-dessus. Quelle pédagogie comptez-vous faire dans cette démarche de l'opposition concrètement pour accompagner le processus et peut-être le rendre encore plus crédible? Attendons de voir ce qui sera issu de l'audit. Si au cours de l'audit, l'Union progressiste est sollicitée pour apporter ça. Donc, si on ne vous sollicite pas, en fait, vous restez nous avons une position. Elle a été clairement affichée. Nous avons un organe qui a été mis en place dans un cadre purement légal, qui a fait son travail et dont les résultats ne sont pas contestés à ce jour. C'est encore cet organe qui nous a permis de produire la liste électorale qui nous a conduit aux élections 2023. Pourquoi de 2023 à 2025? On peut croire qu'il y a de quoi douter de la fiabilité de cette liste au point d'en demander l'audit. Allons, laissons voir, puisque nous estimons qu'on peut faire économie du temps et des ressources de l'État, n'est-ce pas, pour que nous puissions avancer sur les questions essentielles, les questions de développement. Nous avons un fichier national, un recensement national duquel est extrait la liste permanente informatisée. Et donc, les données sont là. Il n'y a pas de rajout. En dehors des nouvelles, des Béninois qui ont atteint l'âge de la majorité et qui pourraient être pris en compte sur la liste électorale qui sera édictée pour les élections générales à venir. Donc, je ne crois pas qu'il soit vraiment nécessaire que nous allions à cet audit. Mais nous laissons les experts faire le travail et nous saluons, comme je vous le dis, la constance du chef de l'État, du gouvernement, de faire les choses dans les règles de l'art, dans le sens de la transparence, pour qu'on ne vienne à dire que tel est lésé par rapport à tel autre. Alors, Maître Parisot, il y a cette proposition de la FCBE que certains acteurs trouvent quand même intéressante, de plutôt se concentrer sur la sensibilisation justement des électeurs pour les vérifications. Est-ce à ce niveau, ça c'est propre à tous les partis politiques, est-ce qu'ils n'ont pas échoué? Les partis politiques ont pour mission d'animer la vie politique et en ce sens, ont l'obligation de former leurs militants, ont l'obligation de se donner les moyens afin de pouvoir justement contrôler tout ce qui entre en ligne pour l'organisation des élections. De sorte que lorsque l'organe qui est chargé de mettre à disposition la liste électorale informatisée provisoire, en ce moment-là, les partis politiques entrent dans la danse. Puisque la liste doit être affichée, je crois, 15 jours, cela permettra à tout le monde, à tous les partis politiques, en tout cas à leurs militants, d'aller dans les vérifications pour voir si, entre-temps, il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas des personnes qui ont été omises, des personnes qui sont décédées, comme vous le dites, et qui n'ont pas été enlevées de la liste. Alors, les partis politiques ont cette mission, ont ce travail à faire. Est-ce que vous le faites? En fait, c'était ça la question. C'est justement là. Est-ce que vous n'avez pas échoué à ce niveau? Non, si on continue de parler d'audit du fichier électoral, si réellement les sensibilisations se faisaient, est-ce qu'on en serait encore là? On ne doute pas du travail que fait l'ANIP, mais le défi, Patrice Talon lui-même l'a dit,
c'est de pouvoir enlever les personnes décédées de cette liste électorale. Et on a une liste parfaite. Oui, mais madame, vous savez que l'organe qui fait ce travail est très outillé. Est très outillé. Mais si on ne déclare pas un décès. Est très outillé, attendez, est très outillé et fait son travail comme cela se doit. Et c'est le rôle des partis politiques. Le rôle des partis politiques de veiller à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art. C'est le travail qui est le leur dans, justement, la gestion des activités politiques. Et nous sommes en train, justement, d'aller à la modernisation de l'état civil. Les efforts se font. C'est pour ça qu'il faut saluer ce qui se fait. Aujourd'hui, vous êtes astreint à faire des déclarations. Il y a des lois qui ont été prises qui contraignent les citoyens, qui les obligent à déclarer les décès dans le délai qu'il faut pour permettre que le système puisse être huilé afin que, à terme, nous puissions avoir des documents très fiables qui sont exempts de toute contestation. Chez moi, on s'occupe pas de ça. Hein. La personne est décédée, on l'enterre à la maison et puis on passe à autre chose. Oui, ça c'est ni vu ni connu en fait. Les partis politiques, à travers la formation qu'ils administrent à leurs militants, doivent pouvoir veiller à ça. Parce que dans un arrondissement, dans une localité, ils doivent avoir des structures qui représentent chaque parti politique, qui doivent veiller à cela. Donc, si les partis politiques jouent leur rôle, véritablement, d'animation de la vie politique, ils doivent veiller à cela et tirer la sonnette d'alarme pour pouvoir permettre véritablement de déceler les irrégularités éventuelles qui pourraient émailler ces documents. D'où ma question reste posée. Nous sommes dans l'expérimentation d'un nouveau système, avec le système partisan qui a été mis en place par le gouvernement actuel et qui fait son bonhomme de chemin. Et c'est justement pour régler les problèmes qui sont restés en instance. Les problèmes qui n'ont pas pu être réglés avec la pratique ancienne de la politique que le nouveau système partisan a été institué, qui fait son bonhomme de chemin et qui naturellement prendra sa place pour qu'on puisse résoudre de façon profonde tous ces dérapages, tous ces ratés que nous avons observés depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Tout passe par les réformes. Et c'est le lieu de saluer les réformes en cours. Parce que ça met les partis politiques au cœur de la gestion de la cité. Ça permet aux partis politiques de jouer leur partition, de véritablement prendre leur place dans la cité pour que nous puissions éviter de connaître ce genre de difficultés qui sont souvent des sources de contestation, de difficultés relativement au processus électoral. Alors, on a constaté que le parti Union progressiste Le Renouveau est très actif actuellement sur le terrain. Bon, vous l'avez placé sous le coup de la conférence nationale. On a entendu votre porte-parole annoncer que votre formation politique aura des primaires en son sein pour ce qui concerne les élections de 2027, notamment la présidentielle. Puisque moi, je vous ai vous en face de moi, je veux bien vous demander comment cela va se passer, Maître Paraiso. Vous savez, je suis membre de l'Union progressiste de Le Renouveau, dans les instances qui fonctionnent très bien. Le parti l'Union progressiste de Le Renouveau est structuré et en son temps, vous aurez officiellement la méthodologie. Il ne l'aurait pas sorti s'il n'avait pas déjà un calendrier. Les décisions ne sont pas prises à l'Union progressiste par tout militant. Il y a les instances qui sont là, qui ont un timing, qui ont un agenda, un calendrier. Et chaque chose vient en son temps. Lorsque le moment viendra, lorsque le moment viendra de désigner le candidat, tout se fera dans la clarté. L'Union progressiste, Le Renouveau, fera entendre le processus, sa méthode qui tendra justement à désigner son candidat. On vous a observé dans votre silence. Là, vous avez décidé de vous expliquer certainement à cause des échéances qui viennent. On comprend. Mais pour une question aussi précise, une réponse précise, Maître Paraiso. Vous savez, à l'Union progressiste de nous sommes très disciplinés. Nous sommes très disciplinés et c'est un point d'honneur pour chaque militant, en tout cas à quelque niveau où il se trouve, à quelque structure à laquelle il appartient, d'observer pour que justement
il n'y ait pas une interférence dans les prérogatives. Avec le temps, vous comprendrez comment l'Union progressiste ira aux élections. Quel est le processus qui sera adopté pour que le candidat soit désigné? Vous l'aurez. Nous sommes nous sommes au Bénin et rien ne se fera. Rien ne se fera en catimini. Le parti progressiste fait beaucoup de communiqués, on communique beaucoup, et vous allez vous rendre compte que rien ne se fera en catimini. D'accord, je prends la réponse telle qu'elle m'est servie. Je vous pose alors une autre question. Le défi aujourd'hui à l'Union progressiste, le renouveau, peut-être c'est la succession de Patrice Talon, mais comment comptez-vous faire de cette succession? Lorsque vous observez le Bénin actuellement, il est unanimement admis qu'il y a un travail de taille qui a été fait. Alors donc, la succession du président Talon sera très difficile. C'est lourd. Lourd parce que celui qui sera amené à conduire le Bénin dans les années d'après 2026 doit pouvoir faire un lobbying essentiel pour convaincre déjà de ce que il a les aptitudes pour pouvoir sauvegarder les acquis et faire mieux. C'est un défi. Le travail qui est fait est si titanesque qu'il faut vraiment, il faut réfléchir afin de pouvoir trouver les arguments qu'il faut pour désigner la personne qui a la carrure, qui a les aptitudes, qui a la compétence pour pouvoir continuer l'œuvre si bien élaborée du régime actuel. Alors, je dis avec vous que l'héritage que va nous laisser le président Patrice Talon est consistant. Est consistant. Le travail est si bien élaboré qu'il va falloir justement que nous retouchions les manches pour pouvoir faire comprendre au peuple béninois que celui qui pourra être proposé éventuellement par les instances a la capacité de faire au-delà, sans faire mieux, de faire autant que le chef de l'État en exercice. D'accord, allez. Il y a une autre actualité que vous célébrez à l'Union progressiste le renouveau. C'est bien évidemment l'anniversaire, le 35e de la conférence nationale. Il y a cette série d'activités organisées par l'Union progressiste le renouveau pour rester collé à l'événement des 35 ans de la conférence nationale. Ça a commencé par des prières pour la paix, célébrer les pionniers, etc. C'est vraiment utile. Madame la journaliste, le Bénin en lui-même, c'est un pays de prière, de croyance, de foi. Le Bénin est composé de ses habitants qui pratiquent chacun selon son choix une religion. Et les Béninois donc, sont des personnes qui ont la foi. La prière, c'est très important, c'est capital pour quelqu'un qui a la foi, qui est en connexion avec son Dieu. Si déjà les Béninois, tous, comme ils le sont des gens de prière, de foi, il est essentiel quand même que dans tout ce que nous posons comme acte, que ce soit politique, que ce soit des actes sociaux, que nous accompagnons de la prière. Nous aurions voulu que les choses se fassent en invoquant un être suprême pour pouvoir bénir et accompagner ce que nous faisons. Vous dites prier pour la paix, maître Paraison. Et quelqu'un vous a posé la question, c'est toi vous l'avez lu. De quelle paix vous parlez? Nous parlons de la paix pour le pays. C'est pas des prières forcément qui amènent la paix, c'est d'abord des comportements. Je vais vous dire ceci. Les responsables des églises vous l'ont dit. Je vais vous dire ceci. Lorsque vous lisez la Constitution du Bénin, le chef de l'État, dans son serment, prête serment en invoquant Dieu. Oui. Devant Dieu. Et les mains de nos ancêtres. Les mains de nos ancêtres. Oui. Alors, on se réfère à l'idée de Dieu, il est difficile d'en détacher la prière. Donc la prière est capitale
pour accompagner tous les actes que nous posons, parce que nous sommes des hommes, nous avons une croyance et nous savons que dans la prière, on peut justement y trouver du bonheur. Ah, c'est dans la foi individuelle, non? Et donc, C'est dans la foi individuelle. et donc, si dans la Constitution, on se réfère à Dieu, si à la conférence nationale des forces vives que nous invoquons, les travaux ont été dirigés de main de maître par un homme de la foi, à travers, je me souviens encore de cette célèbre phrase, qui est une prière. Je cite, qu'aucune goutte de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Ça, c'est une invocation, c'est une prière. Et la prière qu'il avait dite a accompagné les travaux jusqu'à la fin. Les Béninois qui étaient à cette conférence ont été très sensibles à cette phrase du monseigneur de Souza. D'accord. Et donc, tout ce que nous faisons, que nous accompagnons de la prière, on croit que ça doit pouvoir avancer. Lorsque on se réfère aux élections, au régime ancien, aux élections anciennes qui ont eu lieu, même si ce ne sont pas les partis politiques qui en prenaient l'initiative, la société civile a toujours organisé des prières pour que les élections se passent dans la paix. Dans la paix. On prie pour la paix parce qu'on estime que lorsque nous avançons vers des joutes électorales, c'est des moments de tension. Alors on invoque les mânes, on invoque le Dieu pour permettre d'apaiser les cœurs des uns et des autres, pour que justement nous puissions partager ensemble, n'est-ce pas, l'idée de paix, l'idée de pouvoir tenir compte de l'unité nationale, de tenir compte des intérêts nationaux pour ne pas justement se servir des élections pour brûler ce pays. Donc, l'idée de la prière est une idée capitale. Je me souviens de Vivi l'International à travers sa chanson, Madou, qui à chaque élection, n'est-ce pas, nous replonge dans la nécessité de nous accrocher à la prière pour pouvoir éviter de basculer dans le chaos. Donc, c'est à juste titre que nous progressifs le renouveau, oui, mon parti politique, a pris les initiatives d'organiser à travers le pays la prière, que ce soit pour ceux qui sont de la foi catholique, protestants, les religions nationales, pour que tout le monde se retrouve dans le devoir de pouvoir préserver la paix. Voyez-vous, en priant, en invoquant la paix, on peut mieux supporter. D'accord. Je vous demandais, que faites-vous des actes? La foi, c'est autre chose, mais l'acte lui-même. Oui, mais l'acte, le comportement lui-même. Le comportement, nous faisons chaque jour un peu plus pour justement poser des actes responsables dans un cadre de dialogue, dans un cadre de critique objective, pour que justement tout se règle dans ce cadre-là. Alors, nous ne sommes pas un parti de violence, nous sommes un parti de dialogue, nous sommes un parti d'échange, nous sommes un parti qui prône le respect de l'autre. Et donc, nous invitons naturellement tous ceux qui sont sur la scène politique à emboîter le pas au niveau progressiste pour que chacun puisse cultiver la paix, appeler à la paix à travers des actes, des comportements qui solidifient et qui consacrent la paix. Alors, vous êtes convaincu que ces prières sont utiles? Très utiles. Très utiles. Je suis un homme de foi. C'est de votre droit. Très utile. Et dans la même... Je revois le conseil de Souza dans sa soutane à la conférence nationale et qui était respecté et qui apaisait les cœurs par les mots de la foi. Dans la même lancée, vous avez organisé, vous comptez être en colloque dès la semaine prochaine sur l'héritage de la conférence nationale. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est de quel héritage vous voulez parler? Quel héritage vous voulez célébrer concrètement, Maître Paraiso? Ça fait 35 ans que nous avons choisi la voie démocratique. L'héritage de 35 ans, c'est quand même un héritage important. Il est important que nous rappelions au peuple béninois d'où nous sommes partis, là où, sur le chemin que nous avons fait et là où nous en sommes à ce jour. Alors, nous avons fait du progrès. Le bébé qui était né en 1990, aujourd'hui a environ 35 ans.
Il a eu le temps de naître, d'aller à quatre pattes, de, de, de marcher, de grandir et de devenir adulte. Alors, il y a du chemin qui a été fait. Il est de notre devoir de célébrer ensemble ce que nous avons fait, jeter un regard en arrière pour voir si tout ce qui avait été demandé à la conférence nationale a été mis en place. Est-ce qu'il y a du chemin qui reste à faire? Est-ce que tout a été si bien fait? Est-ce qu'il y a des imperfections qu'il faut corriger? C'est tout un ensemble qu'il est important de passer en revue et c'est ce qui justifie, n'est-ce pas, la réaction du colloque qui tiendra dans la semaine du 27, du 27 février 2020. Alors, c'est un colloque scientifique, il y aura certainement des communications, mais attardons-nous quelque peu sur cet élément. Je le disais dans l'introduction de ces échanges, qu'à la fin de travaux, il y a le rapporteur général qui disait qu'on a vaincu la fatalité et exhortait au travail. Alors, 35 ans après, est-ce qu'à l'Union progressiste, le renouveau, on pense qu'on a réellement vaincu la fatalité? C'est une question importante que vous posez. Au sortir de la conférence nationale, le 28 février 1990, le peuple béninois tout entier, retenant son souffle, attendant justement le discours du chef de l'État d'alors, a espéré avancer dans ce processus pour justement faire avancer le pays. Lorsque le chef de l'État a accueilli favorablement les résolutions de la conférence nationale, il y avait comme une ferveur nationale. Tout le monde s'était levé comme un seul homme pour accueillir cette reconnaissance des travaux de la conférence. Et les résolutions issues de cette conférence étaient si importantes que cela jetait naturellement les bases d'un nouvel État, un État démocratique, et dont l'expérience a commencé dès la suite de la conférence jusqu'à ce jour. Alors, est-ce que de 1990 à ce jour, est-ce que nous pouvons dire avoir vaincu la fatalité? Je répondrai en deux parties. La première partie consistera à nous interroger sur ce que la conférence avait retenu comme résolution, pour nous aviser de ce que ces résolutions ont été mises en place à ce jour ou pas. La conférence a institué un régime démocratique avec un agenda précis, le vote d'une nouvelle constitution, d'abord un régime transitoire avec à sa tête un premier ministre, après le vote de la constitution, l'institution d'un État véritablement de droit à travers les élections qui font voter le président de la République, qui mettent en place des institutions et qui, naturellement, fait marche pour que la démocratie puisse être célébrée, puisse être instituée dans le pays. Sur ce point, je crois que nous avons vraiment vaincu la fatalité. Depuis 1990, tout a été mis en place, les élections se font à bonne date, les institutions fonctionnent normalement, il y a le principe de la séparation du pouvoir qui est caractéristique du régime démocratique qui est observé, les libertés sont exprimées, alors nous pouvons dire que sur ce plan, la conférence nationale a été une réussite, les résolutions qui en sont issues ont été effectivement mises en place et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le second volet de ma réponse, une autocritique. Il faudrait justement que nous regardions en face et que nous nous disions si nous avons véritablement comblé les attentes de la conférence nationale. Je dirais à un moment donné que la démocratie que nous avons instituée avait manqué d'inviter le peuple au travail. La voie du développement n'était pas claire. Il y avait un problème qui se posait. Il y avait une confusion qui s'observait entre l'expression de la liberté, l'expression des libertés et le libertinage. Il y avait un peu comme un laisser-aller
qui s'observent dans le pays, au point même où un de nos chefs d'État a qualifié notre démocratie de Nescafé. Alors, il était nécessaire de mettre en place des réformes courageuses pour corriger certaines imperfections. Bien avant que vous n'en veniez aux réformes, vous avez constaté que nous avons un défaut de travail. C'est quelque peu limité pour vaincre cette fatalité-là. Donc, vaincre la fatalité chez vous, c'est qu'il faut travailler, un peu comme beaucoup de personnes le pensent. Mais pourquoi on manque de travail, maître Paraysi? Vous savez, Est-ce parce qu'on nous a survendu cette conférence qu'on traite d'historique, ou bien c'est parce qu'on s'est simplement assis sur les lauriers après cette conférence? Vous savez, nous avons tôt fait de croire que le seul fait de mettre les institutions en place, de faire les élections à bonne date suffit pour que nous puissions justement penser que le pays se porte bien. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Ce n'est pas seulement le fonctionnement des institutions. C'est d'entreprendre la voie de développement à travers cette démocratie qui a été instituée. Nous devons passer par le couloir de la démocratie pour aller vers le développement. Alors, à un moment donné, on se contente de dire que nous sommes un pays démocratique, les libertés sont garanties, les élections se font à bonne date, mais cela ne suffit pas à caractériser justement le travail qui pourrait conduire au développement. C'est pour cela qu'il était impérieux que nous asseyions, que nous marquions une pause et que nous demandions le modèle de développement que nous voulons pour notre pays. Est-ce la démocratie dans la pagaille? Est-ce la démocratie où chacun peut se lever et faire ce qu'il veut? Ça semble être cela. C'est justement... La démocratie semble rimer aujourd'hui à pagaille parce que c'est une remise en cause en permanence des institutions qu'on a justement mises en place au cours de cette conférence nationale-là. Ah, je vais vous étonner. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est le peuple, à travers ses dirigeants, n'est-ce pas, qui fait la démocratie. C'est la façon dont le peuple vit la démocratie qui est le baromètre pour pouvoir dire si nous sommes en démocratie ou pas. Alors, le peuple béninois aujourd'hui a-t-il le sentiment de n'être pas en démocratie? Est-ce que les libertés sont bâillonnées? Est-ce que les gens n'ont pas le droit d'aller aux associations? Est-ce que les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent? Ça, c'est la démocratie. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au travail. Il faut travailler. On ne peut aller au développement sans le travail. À un moment donné, l'administration était laissée pour compte. Il y avait la corruption partout. Il y avait un laisser-aller général. Il fallait, à un moment donné, taper du poing sur la table pour, n'est-ce pas, amorcer un véritable plan de développement. Donc, c'est pas le système qui est mauvais selon vous? Le système démocratique est un bon système. Mais cela dépend. C'est la compréhension qu'on a du système. C'est la compréhension que chaque Béninois a du système. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on n'a pas d'obligations. Et pourquoi on a alors différentes compréhensions d'un système aussi clair? Justement. À votre lecture. Non, mais la compréhension divergente que le peuple a dans la démocratie, n'est-ce pas, ça peut se comprendre. Mais il revient aux dirigeants d'imprimer, n'est-ce pas, l'élan qu'il faut pour permettre à ce peuple de comprendre que la démocratie implique aussi le travail. La démocratie implique le respect de la chose publique. La démocratie implique le sérieux dans le travail que nous devons faire pour faire avancer le pays. Et c'est cela, le rôle des dirigeants. Le peuple, il est là, il attend justement qu'on lui trace le chemin, n'est-ce pas, pour avancer. Et tout peuple qui a confiance en son dirigeant, parce que ce dirigeant a le souci du développement, ne peut que suivre le dirigeant. Et ce faisant, la voie de développement est tracée. Alors, si vous estimez aujourd'hui qu'on a du mal à aller au travail et que c'est dû surtout à la compréhension que les uns aux autres ont de ce système démocratique, est-ce qu'il faudrait trouver un modèle qui arrange tout le monde ou bien on reste sur ce modèle et on réexplique les fondamentaux qui vont au-delà de la liberté d'expression et tout ce qu'on sait là? Vous savez, je vais vous surprendre, depuis 2016, nous avons trouvé une thérapie. Il faut qu'on se dise la vérité.
Lorsque ça fait bien à côté de vous, il faut apprécier. Comme on le dit dans la populace enfant, nous avons dire quintor, mais n'est pas. Nous avons quand même, depuis 2016, observé tous la dynamique qui est insufflée à ce peuple. Nous avons vu ce qui se fait. Sur tous les plans, vous avez vu que le Bénin a progressé. Il faut l'admettre. Il faut l'admettre. C'est vrai que tout n'est pas rose à 100%. Mais nous avons le devoir de reconnaître les efforts qui se font et qui permettent aujourd'hui au peuple béninois d'être fier de ce que, tout en étant sans ressources minières, on peut, sur la base des impôts, des taxes, on peut, en obstruant les voies de la corruption, en faisant une gestion sérieuse des fonds publics, on peut aller au développement. Vous savez, le président Kékou disait avant, il y a de l'argent dans ton pays. Beaucoup ne comprenaient pas. Mais il a fait le président Talon pour que le peuple noir comprenne ce discours du chef de l'État d'alors, Mathieu Kékou. On n'a pas de ressources minières. Alors, d'où sortent tous ces fonds qui permettent justement d'amorcer le développement? Vous avez vu tout ce qui se passe. C'est du Bénin que ça vient. Et qu'est-ce qui a pu favoriser ça? C'est le sérieux dans la gestion des finances publiques. C'est la fermeture des voies de corruption. C'est la détermination d'un homme qui a compris qu'il faut du sérieux pour avancer. Alors, si un peuple a un dirigeant qui imprime le développement, là, qui lui montre le chemin de développement, ce peuple ne peut que se sentir heureux. Mais il a fait non moins sans difficulté. C'est presque à un moment donné, tout comme s'il était le seul à croire en ce qu'il faisait, Maître Parraïso. Je ne pense pas. Je dis à un moment donné. Non, à un moment donné, évidemment. Parce que c'est allé à pas de charge, parce qu'on se complaisait aussi dans une certaine forme. Vous savez, c'est difficile pour des gens de perdre des habitudes qu'ils ont acquises pendant des décennies. Lorsque vous voulez insuffler un dynamisme, comme on le dit, vous êtes obligé de casser l'œuf pour faire des omelettes. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent des omelettes, mais qui ne veulent pas qu'on casse des œufs. On doit forcément passer par une césarienne. On doit passer, n'est-ce pas, par des réformes austères pour pouvoir justement construire l'avenir. Alors, beaucoup n'y croyaient pas, mais aujourd'hui, interrogez le peuple béninois. Ils vous diront qu'ils sont fiers de ce qui se fait aujourd'hui. Parmi eux, il y a des gens qui, justement, ne se retrouvent pas à Maître Parraïso. Vous savez, tout le monde ne peut pas être satisfait. Ça dépend justement des objectifs de chacun. Le défi reste que le peuple apprécie et que le peuple ait l'espoir que les choses se fassent davantage pour pouvoir conduire au développement où tous se trouvent, où tout le monde peut mettre la main à la pâte pour véritablement s'engager dans cette voie qui est la voie salutaire. Je vais vous dire une chose. Le Bénin est un pays qui peut prospérer. Lorsque vous observez ce qui se passe depuis 2016, vous allez vous rendre compte que le peuple béninois a besoin de peu pour avancer. L'administration, lorsque vous arrivez aujourd'hui dans l'administration, vous allez voir la discipline qu'il y a. Avant, on dit, il vient de se lever. Ça, c'était le langage courant. Lorsque vous recherchez une pièce pour constituer un dossier, vous l'avez au bout de 2 mois, 1 mois. Aujourd'hui, vous l'avez aussitôt. Il y a que ceux du peuple qui sont dans l'administration ont compris que c'est seule cette dynamique-là qui permettra d'avancer. Et le peuple en sort très content, très satisfait. Alors, voyez-vous. Alors, on ne peut pas avancer sans un minimum de rigueur. Et dans une maison, dans une famille, tous les enfants ne sont pas contents des mesures que papa a prises. Parce que justement, il y a ces enfants qui n'ont pas envie d'avancer. Mais lorsque le développement est acté, la marche leur est imposée et ils finissent par prendre le train en marche. En fait, c'est cette partie qu'on comprend peut-être pas. Comment on amorce des progrès et je ne veux pas dire qu'on remet en cause ces progrès, mais qu'on essaie toujours de mettre peut-être le bâton dans les roues de celui-là qui amorce ces progrès-là. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas toujours satisfaits de ce qui se fait autour d'eux. C'est notre manière aussi de faire la chose. Ce n'est pas interdit de penser autrement. Mais ce qui est souhaité,
c'est que l'on apprécie ce qui est bien fait et rechercher des voies et moyens pour améliorer. Il faut déjà partir de ce postulat, que ce qui est fait est bien fait, et apporter justement des améliorations. On peut dire, moi je peux mieux faire. Moi je peux mieux faire. Mais dire que c'est mal fait ou rien n'est fait, ça paraît pas, ça paraît pas sérieux. Il faut apprécier ce qui est bien fait et proposer des solutions pour améliorer. C'est d'ailleurs ce que chacun des Béninois doit pouvoir faire pour que nous puissions avancer. Parce que nous sommes partis de très loin. Nous sommes à un niveau très avancé dans l'essor qui est donné à notre État, à notre pays. Et il est à souhaiter que ceux qui viendront apprendre l'association puissent faire davantage pour que le pays puisse continuer à être le phare, à être quand même un pays qui brille. Alors, que faisons-nous alors? Comment en arriverons-nous à imprimer cette dynamique du respect, Maître Paraiso, des institutions? Vous savez, à chaque régime, c'est des traiteurs. Et sous le régime actuel, vous ne pouvez pas manquer de recevoir des coups. Encore faudrait-il que les critiques qui sont faites puissent être objectives. Quelle est cette institution qui est aux autres? De quelle institution parle-t-on? On parle de la Cour constitutionnelle? On parle de l'Assemblée nationale? Cour politique? On parle de la justice? Ce sont ces institutions, justement, qui, dans leur fonctionnement, permettent d'apprécier l'état de santé d'une démocratie. Moi, je ne comprends pas que ces institutions puissent fonctionner autrement qu'elles ne fonctionnent aujourd'hui. Vous pensez, madame la journaliste, vous pensez que la Cour constitutionnelle est aux autres? Qu'est-ce qui peut faire dire que la Cour constitutionnelle est aux autres? Qu'est-ce qui peut faire dire que le Parlement est aux autres? Tout se joue sur le terrain politique. Et le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle n'est pas imposé ou n'est pas institué par le président Patrice Talon. C'est la Constitution du Bénin qui a défini les circonstances et le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Il est demandé au chef de l'État d'en désigner 3 et à l'Assemblée nationale d'en désigner, le bureau de l'Assemblée d'en désigner 4. Déjà dans la philosophie qui a constitué, qui a consacré la Constitution de la Cour constitutionnelle, vous avez compris que le respect de la séparation des pouvoirs est observé. Lorsque nous allons aux élections et que la mouvance se trouve être majoritaire ou que l'opposition se trouve être majoritaire, c'est forcément le bureau qui est issu des élections qui va désigner les 4 membres. Si l'Assemblée nationale est majoritairement composée des opposants et que c'est l'opposition qui prend le contrôle de l'Assemblée, du bout de l'Assemblée, c'est forcément ceux-là qui vont désigner les 4 membres de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Pourquoi est-on malaisé de voir le bureau de l'Assemblée jouer sa partition, jouer son rôle constitutionnel en désignant les 4 membres que la Constitution lui a reconnu de désigner? C'est parce que c'est un Parlement à majoritairement mouvancière, n'est-ce pas, qu'il faut s'en offusquer. Ça, c'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. On ne peut pas faire autrement. On se retrouve dans un contexte où, à l'Assemblée nationale, une majorité s'est dégagée en faveur du pouvoir en place. Et c'est dans le respect et dans les prérogatives de cette institution que les femmes ont été désignées. En quoi cela vient compromettre l'intégrité des personnes compétentes de par leur profil déjà retenu par la Constitution elle-même? En quoi cela vient compromettre leur intégrité? Comment cela vient les vassaliser? Dans la mesure où on sait que ces personnes qu'on appelle ça une fois désignées se mettent au-dessus de la mêlée. Normalement, oui. Et justement, regarde avec l'œil du sage les institutions et doivent rendre les décisions en tenant compte de l'intérêt du peuple et de ce que les textes ont dit. Alors, je ne vois pas en quoi
on peut penser qu'une cour qui est constituée de cette façon, au regard des instances, au regard de la Constitution, dans le respect des prérogatives de chaque institution, comment on peut dire que cette cour est aux ordres? Ça fait partie du jeu démocratique. Alors, au vu de tous ces éléments, Maître Parizeau, que nous venons de passer en revue, aujourd'hui, le défi de notre démocratie, c'est quoi à votre lecture? La démocratie béninoise a réussi, au sortir de la conférence nationale, à mettre en place le cadre légal institutionnel qui permette justement de véritablement se retrouver dans un état de droit. Nous avons les élections qui fonctionnent, les élections qui sont faites à bonne date, tout est en place pour que nous ne puissions pas douter de ce que nous sommes dans un état de droit. Les libertés sont préservées, sont protégées. Le mouvement, la liberté d'association, tout est protégé dans le pays. Donc, il ne reste qu'un seul point, le développement. Le développement, on ne peut pas se nourrir de ces seuls éléments. De l'organisation des élections, du fonctionnement des élections. On ne peut continuer à se plaire dans la satisfaction de déclarer partout que nous faisons les élections à bonne date. Il faut justement que cette démocratie puisse nous servir à aller de l'avant. Nous devons justement emprunter cette voie démocratique pour pointer vers le développement. Nous devons justement travailler à assainir l'économie, les finances, à amorcer un véritable élan de développement pour que nous puissions vraiment nous satisfaire de ce que nous sommes en train de porter vers le haut de notre pays. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons fait des bons qualitatifs depuis 2016 et nous devons continuer dans cette lancée. Les finances se sont assainies. Vous avez, le Bénin est quand même, a été reconnu sur le plan mondial comme étant un pays qui pratique la bonne gouvernance. Ça, on ne peut que s'en réjouir. C'est parce que justement, il s'est trouvé quelqu'un qui a compris qu'il faut avancer par justement la rigueur dans la gestion de la cité. Et donc, comme j'ai commencé à le dire, on ne peut se satisfaire des seuls instruments démocratiques. Pour pouvoir justement avancer, il faudrait que nous amorcions véritablement le point de développement. Alors, au vu de ces progrès, justement, il y a cette question qui a refait surface ces dernières semaines. Je ne veux pas parler de troisième mandat, mais beaucoup plus sur la limitation des mandats. Alors, la question, elle a refait surface. Vous, à votre lecture, qu'en dites-vous? Ah ben, moi, je suis légaliste. Je suis très légaliste. Au jour d'aujourd'hui, la Constitution du Bénin est claire. Nul ne peut, en aucun cas, faire plus de 2 mandats de sa vie. Le débat est tranché. D'autres positions, ce sont des hommes qui ont fait la Constitution. Mais la Constitution est en vigueur. Nul ne peut, en aucun cas de sa vie, le débat, faire plus de 2 mandats. C'est de réfléchir sur la question. Parce que les éléments qu'on met sur la table, c'est que même la France a accepté cette limitation il y a très peu. Mais la France a fini par y arriver. Bon, les États-Unis ont fini par y arriver. Bien sûr, oui. Vous rappelez, le président Roosevelt avait fait 4 mandats, mais après ça, ils ont trouvé utile de mettre... C'était une question de santé, non? Sauf si ma mémoire est... Il était malade. Oui, c'était plus une question de santé. À son quatrième mandat. Oui. C'est là intervenir dans un contexte particulier. Avec le New Deal qu'il avait élaboré, qui venait répondre, n'est-ce pas, aux solutions à trouver pour pouvoir résorber la crise économique de 1929 qui avait quand même altéré les finances mondiales. Alors, c'était un cas exceptionnel. Mais après cela, les Américains ont jugé utile de fermer, de limiter le mandat à 2 mandats. La France, à un moment donné, a jugé utile de limiter à 2 mandats. Bon, pourquoi vous voulez que le Bénin fasse exception? Non, je vous pose la question. Mais les Britanniques aussi, eux, bon, il n'y a pas de limitation de mandat chez eux. Hein. Mais pourtant, vous voyez comment ça se passe? Bien. Ça se passe bien. Très bien, mais parce que justement, ils ont une culture démocratique. Oui, ça, c'est leur culture. Ils ont une culture démocratique. Mais leur démocratie n'a pas 35 ans.
Mhm. La démocratie n'a pas 35 ans. La monarchie constitutionnelle n'a pas 35 ans. C'est des centaines d'années Bien sûr, oui. en arrière. Alors donc, nous sommes en train de faire notre expérience. Il y a des questions sensibles qui peuvent faire exploser un peuple. Et Mhm. donc, le constituant de 1990 en a tenu compte pour dire il faudrait justement que nous épargnions à notre peuple des situations de tension qui pourraient entraver la marche vers le développement Mais Maître et que Parizeau, nous penchions vers l'essentiel. Et pour pouvoir y aller, il faut éviter justement que des questions du genre ne viennent à bouleverser tout un ordre établi. est-ce que c'est parce qu'on ne pense pas qu'on est immature à gérer ces questions-là? Mais les Français, vous allez me dire qu'ils ne sont pas matures. Bon, moi, je ne sais pas, Les moi, je vous Anglais, pose des questions les Américains ne sont pas dans matures notre contexte pour à avoir et nous. adopter une limitation du mandat. Ils ne sont pas matures. Vous-même, Pourtant, ils ont une démocratie très ancienne. vous-même, vous venez de dire que Oui. la démocratie ne se limite pas aux élections, à la liberté, etc., qu'il y a d'autres éléments. En quoi la limitation de mandat est un élément qui juge la démocratie, Non, mais c'est un concrètement? garde-fou. C'est un garde-fou. C'est un garde-fou. Nous sommes dans une république. C'est un garde-fou. Vous savez, il y a que une seule personne ne peut pas tout faire. On a bien tenu compte. Vous savez, on a mis une limitation d'âge et de mandat. On a estimé qu'à 70 ans, on peut aller se reposer. On aura tout donné. On peut aller se reposer. Donald Trump en a plus. Il se porte très bien. Ça, c'est la démocratie à la béninoise. Nous C'est avons pour vous demander si cet argument n'est pas désuet. nous avons tenu compte de nos réalités. Parce que c'est vrai que nous avons copié sur les autres, mais nous avons nos réalités qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce qui a gouverné justement tous ces critères qui ont été mis sous forme de dispositions insérées dans la Constitution. Alors, si le temps, faisant son œuvre, nous amène à réfléchir autrement, on avisera. Mais pour l'instant... Vous pensez que c'est pas à l'ordre du jour? On ne peut pas y réfléchir? Non, mais on a mieux à faire. On a les questions du développement. On a la question de l'économie. On a la question du social, qui sont préoccupantes. Plutôt que de se pencher sur la question de l'élimination d'âge, allons justement aux questions qui permettent à un peuple de s'en sortir. C'est plus important. Je comprends que vous êtes légaliste, donc ce débat n'a pas lieu d'être selon vous. Bien, mais pour sortir de ces échanges sur justement cette conférence nationale, vous voyez le Bénin comment d'ici 2060, puisque d'ailleurs, il y a une vision sur laquelle travaille le gouvernement. Madame la journaliste, vous savez, après les acquis, après ce qui a été fait, il y a ce qui est en instance, ce qui est en train d'être fait. La réforme du système partisan. Vous savez, c'est une question fondamentale. Pendant longtemps, le Bénin a évolué, c'est vrai, en démocratie, sans que les partis politiques n'aient véritablement joué leur rôle. De Nicéphore Soglo au président actuel, aucun n'a pu être élu à la magistrature suprême parce que porté par un parti politique. C'est souvent un conglomérat de partis ou de mouvements qui portent une personnalité à la tête de ce pays. La conférence a institué un système partisan. Et donc, dans l'entendement des conférenciers, c'est juste véritablement, comme dans toutes les démocraties, les partis politiques qui doivent jouer leur partition pour animer véritablement la scène politique. Alors, mais de 90 ou 91 à 2016, aucun parti politique n'a réussi à lui seul à porter un candidat, en tout cas, et à le hisser à la tête du pays. Pas en arrivant. Bon, c'est au cours du mandat qu'on essaie de mettre en parti. Pas en arrivant. Pas en arrivant. Alors, cela dénote de la faiblesse du système partisan. Pourquoi? Parce que nous avons des partis qui se créaient au gré de tout politicien, de toute personne qui avait envie de se mettre sur la scène politique, se met dans son arrondissement ou dans sa localité pour créer un parti politique. Donc, nous avons justement des partis qui n'avaient pas véritablement d'envergure nationale.
des partis de quartier, des partis de région, des partis de communes. Cela ne permettait pas aux partis politiques de jouer véritablement leur rôle. Avec le système partisan qui est en cours et qui a fait obligation à chaque entité pour se faire parti politique d'avoir dans chaque commune, avant leur création, d'avoir un certain nombre de militants. Ça permet justement, avant sa création, d'être sûr que ce parti politique couvre l'entièreté du territoire national. Avant d'être élu, avant pour participer aux élections et avant qu'on ne puisse, vous ne puissiez prétendre à des sièges selon l'élection, vous devez montrer que vous êtes assis dans toutes les localités. Vous devez montrer que vous êtes un parti véritablement d'envergure nationale. Ça permet de prendre en compte les préoccupations de toutes les contrées. Ça permet aux partis politiques de savoir ce que je passe dans chaque localité. Parce que justement, le parti politique qui a 10% ou 20% dans telle localité, justement, doit se soucier des électeurs et doit pouvoir prendre à cœur les préoccupations de cette localité. Mais si vous êtes élu et que donc, sur une liste de partis politiques et que votre parti n'a pas de voix dans d'autres régions, vous contentez juste de régler ou de prendre à cœur les problèmes des électeurs qui vous ont élus. Ignorant justement les problèmes des autres localités. Or, avec le système partisan, le fait d'exiger qu'un parti politique, avant de pouvoir bénéficier de sièges, le fait d'exiger d'avoir de suffrage dans à un certain taux dans chaque localité, est le gage de ce que ce parti politique se préoccupe justement des problèmes de ces localités, va pouvoir justement, à travers ces électeurs, être à même de cerner les problèmes qui s'y posent et de pouvoir proposer des solutions lorsqu'il en viendra, par exemple, à prendre le pouvoir. Donc, c'est un acte de progrès, en fait. C'est un véritable acte de progrès. Partisan. Bien sûr que c'est un acte de progrès, parce que lorsque vous avez un grand ensemble politique, ça permet justement de savoir ce qui se passe dans toutes les localités. Ça permet de proposer des réformes ou des solutions dans chaque localité. Ce n'est pas priorisant une localité par rapport à une autre. Ou prendre des mesures qui tiennent compte de tout le peuple. C'est justement le positif qu'il faut tirer justement de cette réforme qui finira par faire son chemin, qui fera son chemin et qui finira par être adopté parce que justement c'est une bonne œuvre. Vous allez vous rendre compte avec le temps. Vous savez, les réformes sont difficiles dès le départ. Mais lorsque vous vous rendez compte de l'efficacité des réformes, tout le monde finit par s'allier. Tout le monde se rend compte que cette réforme-là, douloureuse soit-elle au départ, a pu permettre justement de régler beaucoup de problèmes. Parce que ce n'est pas possible de continuer de fonctionner comme on fonctionnait. D'accord. À l'Assemblée nationale, vous savez comment ça se passait? Je ne sais pas, moi, de vous le rappeler. Chacun le sait. Mais aujourd'hui, on a une certaine discipline dans la façon de gérer. Voyez-vous, donc, ça fait partie des choses qui sont à saluer et qui vont permettre justement d'assainir le paysage politique et de rendre les partis politiques responsables de la gestion des affaires de la cité. Voilà. Allez, nous commençons à manquer de temps. Maître Paraiso, il faudrait qu'on rentre en antenne, mais non pas sans aborder cette question. On a vu cette semaine, on l'a tous appris, cette reprogrammation de l'affaire Dainva qui a lieu depuis quand même 15 ans. Les premières assises ne nous ont pas permis de connaître l'issue. On s'interroge beaucoup plus aussi sur le timing. Est-ce que on peut lire ce timing sans aborder la question politique? Vous savez, toutes les questions sensibles, lorsque la justice s'en saisit, suscite des polémiques. C'est à bon droit. Mais là, il est toujours important que je rappelle que nous sommes dans un régime démocratique. Les institutions fonctionnent. Il y a le principe de la séparation de pouvoir. Le judiciaire est totalement indépendant de l'exécutif. Le législatif est indépendant de l'exécutif. Chaque organe fonctionne selon
les règles démocratiques, selon les textes de la République. Oui, mais quand... Alors, la justice ne fonctionne pas au pas que l'exécutif lui fait marquer. Elle a son agenda, ça c'est connu. La justice fonctionne Mais au vu de selon les l'affaire règles de la et justice. pas des mises en cause, hein, mais en tout cas des personnalités dont on cite le nom. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on veut toujours trouver la même politique derrière ce qui se fait à Donc la vous ne justice. voyez pas, hein? C'est difficile pour moi de voir. Ok. Pourquoi? Parce que je suis avocat. Et je sais comment fonctionne la maison de justice. Je sais que lorsqu'une affaire naît et fait l'objet d'une procédure, elle doit pouvoir, à terme, lorsque les faits sont constitués, elle doit pouvoir être transmise devant les juridictions de jugement pour connaître une décision. Ça permet de savoir si les personnes qui sont poursuivies ont commis ou non les infractions qui sont mises à leur charge. Dans le cas d'espèce, c'est à croire que c'est la première fois que l'affaire d'Ainvo est programmée. C'est la troisième fois que cette affaire se trouve être programmée. La première fois, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2015. La deuxième fois, c'était en 2018, en 2019. Et qu'est-ce qui a expliqué que cette affaire n'est pas connue, son épilogue? C'est toujours pour des questions de procédure. Depuis 15 ans. De procédure. 15 ans de Je ne procédure. suis pas dans le dossier, certes, mais j'ai été un peu intéressé pour suivre, parce que c'était quand même une question qui suscitait beaucoup de polémiques. Et il fallait, en tant que curieux, en tant qu'observateur, il faut quand même chercher à savoir ce qui s'y passe. Alors, c'était question de procédure. C'est soit les avocats qui, dans les procédures, soulèvent des questions importantes, qu'ils estiment importantes pour la défense de leur client. Ils estiment par endroit que tel acte ou tel aurait pu être posé pour permettre justement d'obtenir la vérité du dossier. Pour la manifeste de la vérité, ils estiment que des actes doivent être posés. Et ces actes étaient pour eux impérieux, nécessaires pour qu'ils puissent jouer leur rôle. C'est ce qui a expliqué que deux fois de suite, cette affaire a été renvoyée pour une nouvelle assise. Et lorsque, ma foi, cette affaire est programmée, j'ose croire que c'est parce que les questions qui ont été posées ont été résolues, ont trouvé des solutions. Le dossier est suffisamment mûr, peut-être aujourd'hui, pour connaître un jugement. Alors donc, je ne vois pas en quoi on peut on peut y voir en dessous une affaire, une main politique. C'est un dossier comme tous les autres. Je vous ai donné... c'est un dossier comme tous les autres, c'est un dossier judiciaire et qui est programmé, pas forcément comme tous les autres. C'est un dossier comme tous les autres. C'est notre compatriote Naïvo n'a pas été retrouvé. On a polémiqué autour de sa disparition. Par la suite, ça a fait grand bruit. Les autorités s'en étaient mêlées pour pouvoir faire découvrir la vérité. Ce n'est que ça. Et par la suite, un corps a été retrouvé. Il a été question de savoir si ce corps est celui de Danivo ou non. Les expertises ont été menées. Finalement, l'expert a conclu à ce que c'est effectivement le corps de Danivo. Donc, il y a plein de choses qui trouveront réponse dans l'aboutissement de ce procès. Mais je ne crois pas qu'on puisse y trouver en dessous. Il y a des sous politiques là-dedans. En tout cas, pour la programmation de ce dossier. C'est un dossier judiciaire. Lorsque les actes qui sont demandés pour être posés le sont et que le procureur estime que le dossier est suffisamment mûr pour recevoir une décision, à la faveur des assises qui sont programmées, il met le dossier au rôle pour que nous puissions aller à la décision. C'est tout. On attend que ces assises démarrent pour connaître le fin mot, on l'espère, de l'histoire. Mais pour nous devons rendre l'antenne parce que le temps est parti complètement allé à son terme. Merci beaucoup, Maître Paraiso, de vous être prêté à l'exercice. On a démarré déjà par cette décision du gouvernement d'octroyer les fonds nécessaires pour l'audit demandé par ce cadre de concertation de l'opposition qui a mis en place un comité de pilotage. Le gouvernement est favorable pour libérer le nécessaire, près de 60 millions de francs
CFA. À l'Union progressiste Le Renouveau, vous restez sur votre position, quand bien même vous félicitez le chef de l'État d'aller jusqu'au bout dans sa volonté de montrer que tout le processus est transparent et crédible. Vous ne comptez pas forcément faire de la pédagogie pour la crédibilité de ce processus. Vous attendez de voir l'issue ou les conclusions de cet audit. Et si vous avez une partition à jouer, peut-être que vous la jouerez au moins opportun. C'est ce que vous nous avez dit sur cette question. On a également parlé de la conférence nationale, notamment la pratique démocratique, les remises en cause et également la fatalité vaincue, comment l'avons-nous matérialisée en 35 ans. Vous avez conclu que nous devons aller au travail puisque c'est ce qui nous a manqué. Et justement, pour vous, à l'Union progressiste Le Renouveau, Patrice Talon a su, dans une certaine mesure, mettre les Béninois au travail en assainissant l'administration publique, en mettant des progrès ça et là. Et vous avez cité comme référence ce positionnement dans les structures de sondage, de bonne gouvernance, etc. Et le défi pour vous, c'est justement de continuer dans cette lancée. Et à l'Union progressiste Le Renouveau, justement, vous y travaillez, puisque l'association de Patrice Talon, qui a mis la barre tellement haut, l'association sera difficile, mais vous y travaillez. Comment ça va se faire? Vous n'avez pas voulu lâcher mot là-dessus, puisque pour vous, vous détenez votre agenda. Et pour finir, nous avons abordé la question de cette affaire d'Aïvo qui est à nouveau programmée. On attend donc le démarrage des assises pour connaître le fin mot de l'histoire. Voilà donc ce que nous avons dit. Bon, merci beaucoup, Maître Paraiso. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos plateformes numériques. Allez, on se retrouve bientôt, mais là tout de suite, je retrouve les collègues pour le débrief de ces échanges. À tout de suite. Donc. Merci.